Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors je suis très heureux de vous retrouver dans La Traversée et aujourd'hui on va envisager la suite, le retour concernant l'émission que nous avons fait avec Francis Lelong. Francis qui est un start-upper, un entrepreneur dans l'âme, et je vais revenir en fait sur les messages qu'il nous a délivrés. Alors en particulier ces moteurs ou les moteurs qu'on devrait utiliser pour entreprendre. On va parler aussi de la chance, ou de l'opportunité, de la chance plutôt, de l'intérêt aussi d'intégrer la diversité, de intégrer des valeurs dans un contrat de confiance, pour mieux recruter peut-être, et dans la capacité à gérer aussi la super croissance. J'ai bien aimé cette partie-là. La capacité aussi d'utiliser l'enthousiasme comme une puissance, comme un moteur. Et puis, son point important de reparler de notre condition, la condition que nous avons d'être un animal social, et le fait de travailler à distance aujourd'hui peut mettre à mal une partie de cette appétence ou ces envies ou ces besoins de sociabilité. Alors j'aimerais que, pour commencer, on se pose la question de, comment on fonctionne. Donc on parlait des valeurs, et pour moi, une des valeurs les plus fondamentales dans mon travail, c'est la gratitude. Et William Arthur Ward en a donné 2 que j'aime bien, qui sont: la gratitude peut transformer votre routine en jour de fête. Pas mal ça, la gratitude peut transformer votre routine en jour de fête. Ou bien, la vie t'a offert 86 400 secondes aujourd'hui. En as-tu utilisé une seule pour dire merci? 86 400 secondes. Est-ce que j'en ai utilisé quelques-unes pour dire merci? Alors je vais le faire tout de suite. Je vous remercie de m'écouter. Je vous remercie de prendre le temps d'essayer d'envisager un monde différent, ou un monde dans lequel la gratitude pourrait être, un moteur, un point de plénitude, un point de recueil, un point de sérénité. Donc je fais des exercices de gratitude régulièrement. Ça consiste en quoi? Ça consiste à offrir un post-it, à mettre un post-it à quelqu'un qui est en face de moi. Je peux m'amuser à le mettre sur la tête, sur le dos, sur son bras, peu importe. Mais comme une médaille, comme un moyen de lui marquer mon remerciement, je lui dis ce que j'ai écrit sur le papier, qui est en général à quoi je dis merci. Mais des fois, c'est juste remercier quelqu'un à qui j'ai dit merci, mais je le dis vite fait. J'ai pas pris le temps de prendre... de donner la précision de ce merci. Peut-être que la personne l'a pris comme étant oui, tu me dis merci, mais en fait je n'ai fait que mon travail. Pourquoi aujourd'hui c'était essentiel que tu fasses ton travail, ou que tu fasses un peu mieux que ton travail, ou que tu fasses juste ton travail, et j'avais besoin que tu sois là et tu étais là à mes côtés. Et tous ces moments dans lesquels on n'a pas pris le temps de remercier, ou de remercier franchement les gens, c'est-à-dire en étant dans un regard mutuel, dans une complicité, dans quelque chose qui s'est échangé à travers ça. Et je sais que la gratitude amène ces jours de fête. Donc voilà, je voulais commencer par là. Parce que pour moi, c'est un moteur pour entreprendre. Si je ne peux pas dire merci, si je ne peux pas développer de la fierté, comme dont en parlait Francis aussi, la fierté de réaliser, la fierté de mettre en œuvre des choses, chacun de nous, on a des moteurs différents. Et lui, il nous disait qu'au début, son moteur principal, c'était sa reconnaissance sociale. Bien, c'est vous, c'est quoi? C'est quoi votre moteur principal? Vous devriez le connaître. Vous devriez vous poser la question, en tout cas, quel est-il?
Quel est-il? Je vous pose la question. Je ne sais pas si vous avez pu noter, si vous êtes en voiture, peut-être pas. Mais en tout cas, réécoutez cette émission et reposez-vous la question ensuite. Quel est mon moteur pour entreprendre? Pour entreprendre, n'est pas obligatoirement mon entreprise, évidemment, mes projets. Comment je participe à ma famille? Comment je participe à mes projets de vie, aux projets de vie de la société, de mon entreprise ou de celle dans laquelle je suis employé? Et pour moi, ce qui est fondamental, c'est de définir ce dont j'ai besoin, qui va me permettre de définir en fait ma motivation intrinsèque, les choses qui sont fondamentales. Si j'ai besoin d'apprendre, eh bien, est-ce que j'apprends? Donc, je suis curieux. Et c'était un des moteurs aussi de Francis. J'ai besoin d'avoir du plaisir. Donc, est-ce que je reconnais que j'ai du plaisir dans cette activité? J'ai besoin de pouvoir partager. Est-ce que je reconnais que dans cette activité, ce sont des moteurs? Donc, quels sont vos moteurs? Qu'est-ce que vous avez besoin de vivre? Est-ce que, pour vous, vous avez besoin de réaliser davantage et davantage? Alors, mettez-vous dans des situations dans lesquelles vous pouvez réaliser. Mais peut-être aussi réaliser que vous avez besoin de plénitude et de sérénité. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. L'harmonie, je sais pas, ça peut être aussi une bonne réponse. Comme ça peut être la qualité. Et ainsi de suite. Quelles sont les expériences, quelles sont les aventures dont vous avez besoin de vivre qui vous permettront d'avancer sur votre chemin de vie, votre chemin d'entrepreneur. Alors, il nous parlait aussi de l'opportunité de rencontrer la chance. Un de mes amis a écrit un livre, je crois, qui s'appelle J'aide la chance. Pour faire un jeu de mots avec J'ai de la chance. Si je le dis autrement, c'est J'aide la chance. Francis Hens. Et Francis, il nous parle de cette capacité, en fait, à accueillir et à après-accueillir la chance, à faire en sorte que la chance soit présente à moi. Et donc, c'est un état d'esprit plus que un état, je dirais, magique qui ferait que vous souhaitez quelque chose et qu'il va se produire. Non, c'est un état d'esprit dans lequel je me mets et qui fait que, sans attendre spécifiquement des opportunités, je suis à l'écoute et je suis prêt à les accueillir. Donc, quel type de chance aurais-je besoin en ce moment? Quel type de complicité, d'émerveillement, d'excitation pourrait être produite par une nouvelle chance? Parler aussi de laisser sa trace, de faire évoluer, dans son cas, le monde de la tech, comme une utopie avec un impact à la fois sur la société, mais un impact aussi sur la manière d'envisager le monde. Donc, passer du Moyen-Âge de la tech, comme il le nomme, à une nouvelle ère. Et donc, à quel endroit nous, vous, avez besoin de passer à un autre âge, de passer du troisième âge, du Moyen-Âge, peu importe de là quel âge, vers un nouvel âge, une nouvelle ère. Et c'est en osant se projeter comme ça dans l'espace, dans le temps, que nous pouvons souvent avoir la possibilité d'envisager autre chose qu'une dystropie, mais une utopie, qui est fait pour être réalisée. Ça peut donner du sens à mon travail autrement. Et je reviens aussi sur cette notion de comment aller vite, puisque quand on est dans un monde de start-up, c'est son cas, comment aller vite? Comment gérer à la fois sur le bon rythme et en même temps savoir gérer cette croissance, cette super croissance, cette hyper croissance. Et il y a donc un moment donné dans lequel on va se retrouver à passer des caps. Un des caps envisagés, c'était d'aller au-delà de 50 personnes, puis de 100 personnes. Quels sont les caps que je passe quand je crée? Et puis après, peut-être quand je suis dans une autre dimension, en termes de taille, 500 personnes, eh bien à quel moment j'envisage de travailler autrement, d'organiser autrement. Et donc les processus de gestion de la supercroissance ou de l'hypercroissance sont ni plus ni moins que une projection
l'anticipation de ce qui pourrait arriver en termes d'organisation. Et souvent, on envisage l'organisation que quand le problème se pose. J'aime bien faire cet exercice qui est de se dire, voilà, peu importe, on est 2, 3, 5, 10, et puis je m'envisage dans 3 ans, dans 5 ans, et si je suis dans une société en forte croissance, eh bien, quel serait le changement dans l'organigramme? Et j'envisage tous les postes que nous avons, les 2, 3, si je suis tout seul, moi, et quel nom je devrais mettre à la place. Donc sans me parler des prénoms ou des noms, idéalement, même si après je peux viser effectivement des personnes que je connais, que j'aimerais avoir à ces postes, mais sinon simplement, quels sont les postes que pour l'instant je fais tout. Alors je sais pas, j'en sais rien, le juridique, je suis pas juriste, le commercial, je suis peut-être pas commercial, et ainsi de suite. Quelles sont les fonctions que vous remplissez que à terme d'autres devraient remplir? Et est-ce que ce sera 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes? Et si je m'habitue à envisager la croissance, je peux croître. Si je ne m'habitue pas à envisager la croissance, je la freinerai. C'est très inconscient. Donc c'est une des manières, c'est d'envisager un organigramme qui grossit. Et puis peut-être que la forme de l'organigramme aussi, si jamais j'envisage quelque chose comme des cercles concentriques, en partant du centre, qui serait peut-être ou moi ou la mission qui doit être faite, eh bien ça me permet de nous organiser différemment. Donc soit en forme de réseau, soit en forme de, je sais pas, de pyramide, soit en forme de pyramide inversée, c'est-à-dire que je mets les clients en haut et puis tous ceux qui sont en dessous sont là pour la partie la plus large est la partie qui délivre le service au client, et puis les autres sont là pour servir ceux qui servent le client, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas une forme, il y a des formes qui ont des fonctions, et plus je suis conscient de cette capacité à mettre en œuvre une autre manière de faire, et plus je vais pouvoir y arriver. Donc, oser la supercroissance, c'est souvent oser imaginer ce que ça pourrait être après. Et il faut pour ça envisager l'organisation, il faut pour ça envisager la gouvernance, il faut pour ça envisager la prise de décision, l'intelligence collective, la manière dont on prend les décisions dans l'organisation. Et un des points qui m'a paru intéressant dans cet aspect-là, c'est la diversité. Le fait d'intégrer systématiquement, dans son cas, puisqu'il est un homme, une femme, mais peut-être inversement, si on est une femme, un homme, j'en sais rien. C'est une question à vous poser, mesdames. En tout cas, d'avoir une plus grande parité, mais pas pour la parité. Pour moi, ce n'est pas le sens, mais pour accepter la diversité ou pour que cette diversité amène autre chose, une autre manière de penser. Et donc, au-delà du genre, je dirais la diversité comme étant un moyen de réussir. Des gens qui sont différents, qui pour autant ont envie d'aller dans le même sens, j'entends bien diversité, pour autant qui ont envie d'aller dans le même sens, parce que sinon ça n'a pas tellement d'intérêt si c'est juste pour se saborder. Mais quelle est la manière de fonctionner différente et pour autant qui me permettra d'envisager un monde autrement. Et je pense qu'effectivement, les hommes n'ont pas exactement la même manière d'envisager le monde que les femmes, comme les jeunes n'ont pas la même manière d'envisager le monde que les anciens, et ainsi de suite. Et donc la diversité, je trouve ça très intéressant dans une entreprise. Pour le vivre moi-même, je suis toujours heureux de partager du temps avec des gens qui sont plus jeunes que moi, avec mon épouse avec qui on travaille, et puis aussi des gens des start-upers, des gens que nous intégrons au fur et à mesure, et puis à travers nos écoles, nos formations, on rencontre toujours des gens qui ont appris des choses qu'on n'avait pas appris, ou qui ont des prérequis, entre guillemets, qui ont des demandes qui ne sont pas les nôtres. Et c'est toujours riche de cette diversité, de remise en cause, même si des fois la remise en cause nous empêche d'avancer, mais globalement la remise en cause nous permet aussi d'éviter nos certitudes. Il y a aussi un point sur lequel j'aimerais revenir, qui était l'intérêt d'avoir un contrat de confiance entre vous et vos salariés, entre vous et vos sous-traitants, entre vous et les gens qui fonctionnent avec vous en partenariat. Parce que un contrat de confiance, notamment avec des valeurs communes, ça permet de savoir où on va. Et malheureusement, souvent, on fonctionne avec l'implicite et pas avec l'explicite. L'implicite qu'on est d'accord sur les valeurs. Eh bien, souvent non. On n'est pas toujours d'accord sur le vocabulaire. Et puis si on a choisi une société, souvent c'est parce qu'effectivement on a des valeurs communes, mais est-ce qu'on est vraiment clair sur celles qui sont essentielles et celles qu'on veut vraiment mettre en avant? Si on fait un métier de service, sûrement des valeurs qui ont un rapport avec ça. Si on fait un métier
de construction, d'autres valeurs peuvent être nécessaires, et ainsi de suite, si on fait un métier artistique, et ainsi de suite. Et donc, le but, c'est pas d'avoir les valeurs qui correspondent à tous les domaines, mais d'avoir les valeurs qui correspondent à votre activité, ou à l'usage qu'en font vos clients. Et donc, voilà, j'ai très important pour moi de prendre conscience que souvent, on n'ose pas parler assez fortement des valeurs. Et donc, un des points fondamentaux entre les associés, c'est souvent qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs quand ils se quittent. Ou dans les couples, c'est souvent qu'ils n'ont pas le même ordre dans ces valeurs. S'ils avaient des valeurs communes, peut-être qu'ils en avaient une ou deux qui les faisaient diverger fortement. Et donc, la compréhension des valeurs de chacun, la diversité dans le panel des valeurs peut être intéressant, mais si elle est trop large, eh bien, elle dysfonctionne parce que il y a plus de points de divergence que de points de convergence. Et dans notre société, on a suffisamment de raisons d'être individualisé ou de s'occuper d'être enfin, je pense que les gens sont beaucoup trop auto-centrés, même si ça a aussi du bon que de s'occuper de soi. Mais si je m'occupe que de moi, j'oublie la valeur collective, et dans une entreprise, il y a une valeur collective fondamentale, et si on est dans un service, c'est juste l'essentiel. Donc, être au service d'eux. Et si je m'occupe donc de ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous différencie, eh bien, j'ai beaucoup plus de chances d'aller vers un sentiment de plénitude, d'accomplissement. Alors, un autre sujet qui m'a paru essentiel aussi, c'est l'enthousiasme, la puissance de l'enthousiasme. Qu'est-ce que vous en pensez, la puissance de l'enthousiasme ? Oui, je connais Francis, on a pas mal échangé ensemble dans différentes situations, dans différentes associations, et je pense que l'enthousiasme de l'entrepreneur, l'enthousiasme de celui qui lead, ou de ceux qui lead, c'est pas une personne, est juste fondamental. C'est un carburant nécessaire à l'organisation. Et comme le disait Francis, il n'est pas nécessaire de le remettre quand j'arrive au travail, puisque en fait je le suis naturellement. Donc, et ça génère effectivement une envie dans l'ensemble du groupe, et inconsciemment, et bien évidemment, les joyeux vont avec les joyeux et les râleurs avec les râleurs. Donc, si vous êtes enthousiaste, vous avez tendance à attirer aussi des gens enthousiastes qui ont envie de participer à ce mouvement, ou s'ils ne sont pas, en tout cas, ils sont rentrés là parce qu'ils aiment cet enthousiasme, hein, anthéos, qui signifie en connexion avec sa partie divine, donc avec la partie la plus essentielle de moi. Et donc, si je ne suis pas en contact avec ce qui est essentiel, ou si je ne vis pas avec ce qui est essentiel, peut-être que je ne suis pas à ma place. Alors que quand je suis enthousiaste, ça signifie que je le suis. Donc c'est une bonne idée de se rappeler qu'il faut développer de l'enthousiasme, ou il faut pouvoir être enthousiaste pour pouvoir emmener les autres, pour pouvoir permettre aux autres d'aller vers ce que j'ai envie. Et le dernier point qui va avec ça, pour moi, c'est cette condition d'animal social. Est-ce qu'on prend conscience que nous sommes dans une société qui, depuis le Covid notamment, mais pas que, fait que pour des raisons diverses et variées, des fois financières, des fois pas, des fois sanitaires, on va dire, on a permis, ou on a laissé, en fait, les gens ne plus travailler ensemble. Donc, même si on travaille à travers des outils, des ordinateurs, à distance, ce qui est important, c'est comment on se relie, comment on s'écoute, même à distance, comment on reste présent les uns aux autres, comment on recrée ces moments essentiels qu'on avait quand on était à la machine à café. Peu importe que vous buviez du café, boire du thé ou simplement de l'eau. Mais à ces moments dans lesquels on partage un temps. Et si on partage ce temps, eh bien c'est là où on se dit les choses. C'est là où on émet les doutes. C'est là qu'on partage des informations sur un collègue, sur une situation, et qui nous permettent de progresser ensemble. Et l'erreur souvent, je trouve, c'est que on laisse le dysfonctionnement, l'éloignement, de laisser à l'abandon le lien, alors qu'il est juste fondamental. Sans le lien social, il n'y aura pas de loyauté, si tant est qu'il est nécessaire d'avoir une loyauté. Mais si je veux une loyauté,
sans lien social, je ne sais pas comment il pourra se produire. Donc développer en fait un lien social pour permettre à chacun de fonctionner. Et des fois, effectivement, il peut être nécessaire de se mettre à distance pour mieux travailler, pour réfléchir, pour écrire, c'est ce que je fais en l'occurrence. Mais j'aime bien après partager mon livre avec d'autres, avoir le sentiment des lecteurs. Et donc tout ça pour dire que échanger, c'est nécessaire. Et que le danger qu'on a dans notre société actuellement, c'est de perdre cette capacité à échanger, à développer des liens qui peuvent aller jusqu'à l'amitié et l'amour. Et j'aime bien cette phrase de Khalil Gibran qui dit « Celui qui par quelque alchimie sait extraire de son cœur pour les refondre ensemble, compassion, respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon, crée cet atome qu'on appelle l'amour. » Le lien fort qui nous unit et qui fait que nous avons besoin d'exister dans l'entreprise autrement que par une fonction et un salaire ou une rétribution, mais aussi par des liens qui sont des liens qui nous unissent, et donc il est nécessaire de les définir. Alors je vais finir par une histoire sur peut-être une autre manière de regarder le monde, une autre manière d'envisager le monde. Et pour ma part, je suis très marqué par comment regardons-nous le monde, comment regardons-nous vraiment le monde. Et souvent, on ne prend pas le temps de se poser cette question, comment regardons-nous le monde pour pouvoir être prêt à ce monde. Regarde, c'est le titre du conte. Il y avait un homme très riche, et il y avait un homme très pauvre. Chacun des deux hommes avait un fils, et chacun vivait de part et d'autre d'une grande colline. Un jour, l'homme très riche fit monter son fils au sommet de la colline. Et, embrassant tout le paysage d'un grand geste du bras, il lui dit « Regarde bien mon fils, tout cela sera bientôt à toi. » Au même instant, juste de l'autre côté, l'homme très pauvre fit monter son fils sur le versant, l'autre versant de la colline. Et devant le soleil levant qui illuminait la plaine, il lui dit simplement « Regarde-moi ce paysage. » La nuit suivante et toutes les autres, le premier fils fut tourmenté par la charge qui lui incomberait lorsqu'il régnerait sur la plaine. Tourmenté il était. Alors que le second, lui, s'endormit paisiblement et dans la beauté du paysage et la reconnaissance envers son père pour le cadeau que ce dernier lui avait offert. Quel paysage! Alors je vous le dis, regarde. Je suis ce que je suis. Je suis du verbe être, ce que je suis, c'est-à-dire ce que je regarde. À bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.